Bienvenue sur 42 nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Je suis Clara et je suis super contente de vous embarquer avec moi pour un nouvel épisode. Dans le dernier épisode sur Fondation et la collapsologie, qui ont été très appréciés d'ailleurs, je vous remercie pour vos retours, j'ai mentionné le concept psychosocial de l'identification à toute l'humanité. Enfin, je crois. Merde, j'ai un doute maintenant. Est-ce que je l'ai supprimé ou je l'ai gardé ? Bref. Dans tous les cas, vous allez me dire quel est le lien entre l'identification à toute l'humanité et la science-fiction, me direz-vous. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Il y a une équipe de recherche, plutôt 2 chercheurs chinois au sein de l'université de Tsinghua à Pékin, qui étudient beaucoup le rôle de la science-fiction et de la pop culture en général dans les croyances, les visions, les comportements prosociaux, etc. En gros, ils sont tous 2 professeurs dans le journalisme et la communication, si j'ai bien compris, et notamment ils sont spécialisés dans la psychologie des médias, les industries culturelles et créatives, et l'impact social des nouvelles technologies. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans une de leurs études ? Ils ont trouvé que les personnes qui ont un fort attrait pour la science-fiction prétendent se sentir plus connectées à l'humanité entière que les personnes qui ne seraient pas familières avec ce genre. Alors, je serais curieuse d'avoir votre avis, votre sentiment là-dessus. Est-ce que ça vous semble logique ou pas ? Est-ce que vous, fans de science-fiction, vous vous sentez appartenir à une humanité globale ? J'ai trouvé ça curieux comme étude, assez curieux pour vous en parler. Donc on va revenir sur leurs études pour comprendre tout ça et comprendre le futur aussi de ces recherches, leurs limites et leurs enjeux. Je précise que je vais vraiment résumer les études et passer sur certains éléments, donc si vous voulez avoir tous les détails, je vous renvoie à la description où il y a tous les travaux et je vous encourage à les lire en entier. Alors déjà, rapidement, c'est quoi ce concept d'identification à l'humanité ? En gros, c'est donc un concept qui a été développé par Sam McFarland notamment, et qui en gros désigne le degré auquel une personne se sent connectée à l'ensemble des êtres humains, au-delà des appartenances nationales, culturelles, etc. En gros, ça implique une sorte d'empathie globale, un sentiment d'unité avec tous les humains, et aussi une préoccupation pour leur bien-être, même si ils sont géographiquement ou culturellement éloignés. Cette identification à l'humanité, ça prédit un soutien accru à toute forme de justice sociale et aux droits humains partout dans le monde. Ça favorise aussi des attitudes prosociales comme la tolérance, l'aide humanitaire, etc. C'est aussi associé à moins de préjugés, à une réduction des attitudes nationalistes ou xénophobes, et ça renforce aussi des comportements éthiques à une échelle donc globale comme le militantisme environnemental, la consommation responsable, etc., etc. Les auteurs de l'article là, dont je vous ai parlé, ils ont souligné le fait que le concept d'identification à l'humanité, il était très étudié pour ses conséquences, pour ce que ça apporte, mais très peu pour ses antécédents. C'est-à-dire qu'on sait très peu de choses sur ce qui impacte notre degré d'identification à l'humanité. Et c'est dommage parce que, au vu de ses bienfaits, ça serait cool de comprendre comment on peut augmenter et élargir cette connexion à l'humanité. Pour ça, les auteurs, ils ont voulu se demander si la pop culture, et plus particulièrement la science-fiction, pouvait jouer un rôle là-dedans. Mais pourquoi se tourner vers la fiction, la pop culture tout d'abord, et ensuite, pourquoi la science-fiction ? Premièrement, il faut préciser que les études empiriques qui mêlent les sciences comportementales et cognitives et la littérature, elles sont de plus en plus nombreuses, c'est assez récent, ça a un tout petit peu plus de 10 ans, et parfois on peut trouver cette dynamique de recherche sous le terme de l'approche cognitivo-littéraire. Ça veut dire en gros que elle étudie le lien entre les processus cognitifs et la consommation de littérature, mais plus généralement de fiction sous toutes ses formes. Et en fait, s'il y a de plus en plus d'études là-dessus, c'est parce que on se rend compte que ça a un impact non négligeable sur nos croyances, sur nos attitudes et nos comportements et nos façons de voir le monde. Et c'est non négligeable pourquoi ? Parce que je vous apprends rien, mais la consommation culturelle et pop culturelle notamment, dans les pays riches et développés, a explosé ces dernières années. Donc c'est bien de comprendre comment ces contenus fictifs nous influencent tous les jours en fait. On sait que ça peut avoir un effet sur les perceptions qu'on a du monde, la construction de notre identité, nos valeurs morales et certaines de nos capacités cognitives comme l'empathie. Deuxièmement, pourquoi la SF donc et pas d'autres genres ? Déjà parce que la science-fiction aussi est un genre qui s'est grandement popularisé ces dernières années pour notre plus grand plaisir, même si à mon sens ce n'est pas assez, mais c'est pas la seule raison. Pour y répondre, faut revenir donc au concept de l'identification à l'humanité.
on sait que, vous pouvez faire l'expérience, imaginer l'humanité dans sa globalité est plus ou moins impossible. C'est beaucoup trop abstrait. On ne peut pas connaître toutes les personnes sur Terre. Pour ça, je cite les chercheurs dans l'article, ils disent « On s'appuie sur notre imagination pour donner un sens à ce groupe social très large au-delà de nos expériences directes. » C'est-à-dire que se faire une image de l'humanité, ça exige de transcender nos conditions, nos expériences directes avec le monde réel tel qu'on le connaît. Et donc en fait, en gros, ça demande un travail cognitif et émotionnel très important. Et justement, selon les chercheurs, la SF pourrait faciliter ce travail. Pourquoi ? Bah déjà, c'est vrai que parmi les autres genres, la science-fiction, c'est quand même celui qui a le plus tendance à dépeindre l'humanité et ses conditions de vie dans son ensemble, dans sa globalité. Évidemment, c'est pas le cas systématiquement, hein, c'est pourquoi je parle de tendance, et il y a aussi d'autres genres qui le font très bien, mais on va pas chipoter sur les exceptions pour le moment. Donc oui, pour reprendre, la science-fiction est sûrement le genre le plus à même de prendre l'humanité comme un méta-personnage, là je cite les chercheurs, et son destin futur comme un méta-récit. Vous avez sûrement les exemples traditionnels en tête, l'invasion extraterrestre, la pandémie mondiale, la guerre nucléaire, les robots qui se soulèvent contre l'humanité entière, etc. Dans ce type de scénario extrême, très fréquent dans la SF, l'humanité est presque toujours concernée dans sa globalité, et les non-humains aussi. Autrement dit, la science-fiction nous engage souvent dans des expériences lointaines, cognitivement parlant, sur le plan temporel, par exemple dans le futur, géographique, parfois dans l'espace, socio-culturel, avec des aliens, des robots ou des êtres terrestres modifiés par exemple, voire presque paranormal avec le voyage dans le temps. Et donc, parce qu'elle nous expose souvent à des scénarios extrêmes et non familiers, qu'elle fait appel à des stimuli très vastes, notre cerveau a besoin de s'étirer, de s'adapter continuellement pour comprendre. Je cite les auteurs, « Les gens doivent tirer parti de leur esprit abstrait pour interpréter les informations non familières et classer les nouveaux stimuli dans leur schéma mental existant au cours de l'exposition. » Donc il y a vraiment des études qui suggèrent que la science-fiction, particulièrement, aiderait, je cite, à cultiver un esprit large et flexible qui sert de base à la construction abstraite. Alors non, je ne suis pas en train de dire que les gens qui ne consomment pas de SF sont fermés d'esprit, hein. Quoique, non je rigole. Bref, la SF aurait donc tendance à nous sortir de notre zone de confort et à vraiment mobiliser notre imagination à transcender profondément le monde qu'on connaît pour s'immerger efficacement dans l'univers, tout comme l'identification à l'humanité nous demande de transcender nos circonstances sociales et environnementales. Petite parenthèse, mais jusque-là, j'ai envie de dire que la fantasy a peut-être aussi les mêmes capacités que la science-fiction là-dessus. Mais bref, on pourra en reparler. Donc, en résumé, selon les auteurs, pour s'imaginer cette humanité distante et abstraite, quoi de mieux que la science-fiction ? Alors par contre, si vous avez bien suivi, on est d'accord que c'est pas parce qu'on s'immerge, qu'on se visualise un monde imaginaire qu'on va abandonner tous nos schémas du monde réel. Au contraire, notre imagination, elle puise dans nos expériences réelles, dans nos préoccupations actuelles, nos souvenirs, etc. Et ça implique aussi plein de trucs pas cool comme nos peurs, nos stéréotypes qu'on a sur certains groupes sociaux, et c'est cocasse quand on veut représenter l'humanité dans sa globalité. Vous voyez peut-être où je veux en venir, mais on aura le temps d'y revenir après. Maintenant, comment les chercheurs ils ont mesuré ça ? Comment ils ont testé leur hypothèse ? On va voir l'étude. Alors en gros, c'est pas une étude compliquée, ils ont juste fait passer un questionnaire en ligne, mais voilà, il n'y a pas eu de manipulation ou d'expérimentation spécifique. Ils ont donc fait passer le questionnaire auprès d'une population chinoise à 570 adultes, plus précisément. Et pour mesurer le degré d'identification à l'humanité, ils ont posé 2 questions aux participants et participantes, à savoir à quel point vous sentez-vous proche des gens du monde entier, et quand les personnes du monde entier sont dans le besoin, à quel point voulez-vous les aider ? Alors il existe de base un questionnaire beaucoup plus long et complet pour mesurer l'identification à l'humanité, mais là ils ont choisi d'intégrer seulement ces 2 items. Et alors comment ils ont mesuré l'engagement à la science-fiction ? Ça c'est ce qui nous intéresse particulièrement ici. Il a été mesuré à l'aide d'un questionnaire déjà existant sur le hobby de la science-fiction, qu'ils ont piqué à d'autres chercheurs et chercheuses, que je mets aussi en description. Ce questionnaire, il mesure la consommation, la préférence, la familiarité et l'implication des gens dans le genre de la science-fiction en général, et ça au travers de 12 phrases.
Les participants et participantes devaient répondre à quel point ils et elles étaient d'accord ou non avec les affirmations, et je vais vous les lire parce que je trouve ça intéressant de voir comment, pour l'instant, on mesure l'attrait pour la science-fiction. En vrai, vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que vous répondriez si vous aviez ces questions sous vos yeux. Alors c'est parti. Pour moi, la science-fiction est un sujet intéressant. Deuxième phrase. Je passe beaucoup de temps sur les films, la littérature, les jeux, les émissions de télévision et ou les bandes dessinées de science-fiction. Ensuite, j'ai tendance à remarquer les inexactitudes scientifiques ou technologiques dans les films et les livres. Je me considère comme un grand fan de science-fiction. J'ai participé activement à des conventions et à des rassemblements liés à la science-fiction. Je suis actif au sein d'une organisation, d'un club ou d'une société liée à la science-fiction. J'essaie de me tenir au courant des avancées technologiques et scientifiques. Les fictions se déroulant dans le futur sont souvent plus intéressantes que d'autres types de fictions. Le transhumanisme est un sujet qui m'est familier. Je pense souvent à des choses liées à l'intelligence artificielle. Je passe beaucoup de temps à me renseigner sur l'espace et la technologie spatiale. Et enfin, je réfléchis souvent à ce que seront les machines dans le futur. Alors il y a peut-être des phrases qui vous ont semblé curieuses ou un peu à côté de la plaque. Perso, quand je les ai lues pour la première fois, il y en a quelques-unes, j'ai pas trop compris ce qu'elles faisaient là, mais heureusement, les auteurs ont retravaillé l'échelle et ils ont enlevé certaines phrases un peu hors propos, celle-là même qui me semblait un peu chelou. Ils ont enlevé notamment j'ai participé activement à des conventions et à des rassemblements liés à la science-fiction. Je trouve que c'est juste de l'écarter parce que y a plein de gens qui sont ultra fans de science-fiction et ultra engagés dedans sans participer à des conventions, soit parce qu'ils aiment pas les grands événements sociaux, soit parce que tout simplement ils peuvent pas, ils ont pas les moyens et ça se comprend de ouf entre la distance, les transports, le logement, l'inscription, bref. Ensuite ils ont enlevé la phrase « J'essaie de me tenir au courant des avancées technologiques et scientifiques ». Pareil, là encore, c'est juste pour moi de l'enlever, à mon sens, parce que, et ça peut paraître contre-intuitif pour certains, mais être fan de science-fiction n'implique pas nécessairement d'être fan de technologie et de science. Certes, je pense que plus on est fan de SF, plus on peut avoir tendance à se tourner vers les actualités scientifiques et technologiques, et j'ai pas de chiffres pour le prouver, mais la science-fiction, c'est tellement plus que ça. Il y a, encore une fois, tellement de fans différents et différentes qu'intégrer cet item-là invisibiliserait d'autres profils, selon moi. Et enfin, ils ont enlevé l'autre phrase « Je pense souvent à des choses liées à l'intelligence artificielle ». Encore une fois, le lien avec la SF est évident, mais assez particulier. L'IA, ça représente qu'une partie de la SF, peut-être pas des moindres, certes, mais ça totalise pas toute la SF non plus. Et puis, on peut adorer l'IA, la science et la technologie dans la science-fiction, mais en dehors, on peut en avoir totalement rien à fichtre, ou on en a tout simplement pas le temps, ni les moyens de s'informer aussi, malgré l'envie. Après, en vrai, donc, je trouve que leur échelle, elle se focus beaucoup sur la tech, les machines, les voyages spatiaux, etc. Donc, sur notre fameuse hard SF, entre guillemets, que l'on aime tant, n'est-ce pas? Notre fameuse science-fiction stéréotypique. Mais voilà, je trouve que le questionnaire, il invisibilise un grand pan de la science-fiction pourtant prégnant, comme la SF dystopique, politique, féministe, post-apo, utopique, etc. Donc voilà, on va avancer, mais je voulais revenir un peu sur le questionnaire en détail parce que je trouve que c'est ultra révélateur de comment on pense la science-fiction et comment on pense mesurer au mieux l'attrait des gens pour la science-fiction. C'était pour moi un peu l'occasion de redéfinir la SF et rappeler que on en lit et on en regarde comme on veut, ok? Voilà. C'est l'occasion de constater aussi, toujours et encore, qu'elle reste réduite à ses carcans d'optimisme technologique, de voyages spatiaux et de robots. Donc bon, un peu dommage là-dessus. Jusque-là, je suis pas ultra satisfaite non plus de leur outil, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, j'ai mis les items, enfin les phrases en description si vous voulez les relire. Bon alors, et maintenant, quels sont les résultats ? Est-ce que les chercheurs ont raison? Est-ce que la science-fiction permet de mieux s'identifier à l'humanité? Il semblerait que oui. Plus les personnes interrogées déclaraient avoir un fort attrait pour la science-fiction, plus elles déclaraient se sentir connectées à l'humanité entière. Je précise bien que c'est une tendance statistique, c'est pas une vérité qui concerne chaque personne interrogée. Mais dans l'étude en tout cas, l'attrait pour la science-fiction est positivement corrélé à l'identification avec l'humanité. Mais attention, corrélation ne signifie pas causalité. L'étude, elle est pas en train de dire que consommer de la science-fiction cause une plus forte identification à l'humanité. En vrai, on connaît pas vraiment le sens de la relation entre les deux.
A priori, selon les auteurs et des analyses en plus, ça serait bien la consommation de science-fiction qui mène à une plus grande identification à l'humanité, mais les chercheurs n'excluent pas l'hypothèse inverse. Peut-être que c'est parce que les personnes sont déjà sensibles aux conditions de l'humanité qu'elles se tournent vers la science-fiction, vous voyez. Donc même si les résultats sont encourageants et qu'ils ont été reproduits dans une de leurs autres études, il y a plusieurs limites qu'on peut soulever à ça. La première, c'est donc celle qu'on vient de souligner, le fait que certes, il y a bien un lien apparemment entre SF et humanité, mais quel type de lien, on sait pas trop quoi faire de ces résultats pour l'instant, c'est normal, c'est le début, mais voilà, faut pas s'affoler non plus. Ensuite, leurs études ont été menées uniquement auprès d'une population chinoise. Et bon, si le marché chinois du divertissement et de la SF, il est très similaire à celui qu'on trouve en Europe ou en Amérique du Nord, les populations ne réceptionnent pas les mêmes œuvres uniformément de par leurs différences culturelles notamment. Les chercheurs, ils le rappellent bien dans l'article, contrairement aux populations occidentales, les populations asiatiques et ici chinoises sont plus collectivistes, ont un système de pensée plus holistique, c'est-à-dire qui traitent les choses dans leur totalité, et ont une conception d'eux-mêmes plus interdépendante, c'est-à-dire qui reposent réciproquement plus sur les autres. Et peut-être que ces éléments ils suffisent à expliquer la corrélation entre science-fiction et humanité. Peut-être que les participants et participantes interprètent les œuvres de SF d'un point de vue plus collectiviste et vont davantage se concentrer sur les éléments de coopération, par exemple. Ici, ça serait plus le profil des lecteurs, des lectrices ou des spectateurs, des spectatrices qui expliqueraient en amont à la fois l'attirance pour la science-fiction et l'inclinaison à se sentir connecté à toute l'humanité. Un autre point, et les chercheurs en ont très bien conscience ici, les sous-genres de la SF n'étaient pas du tout représentés. Elle était décrite ici de manière très homogène, alors que y a des œuvres de science-fiction qui sont plus portées sur l'altérité et la solidarité, d'autres au contraire qui sont plus pessimistes ou qui vont glorifier la survie individualiste ou militariste. En d'autres termes, l'efficacité du lien entre SF et humanité, il peut dépendre aussi des sous-thèmes abordés dans les récits de science-fiction. Enfin, je terminerai par la limite la plus importante selon moi et sur laquelle je vais prendre le plus de temps. Si on veut mobiliser la science-fiction pour promouvoir l'identification à l'humanité et la préoccupation de ces conditions, c'est très bien, mais de quelle humanité on parle ? Que ce soit et dans la science-fiction et dans les études en psychologie, à travers ce concept d'identification à l'humanité, de quelle humanité on parle ? La science-fiction mainstream telle qu'elle est consommée aujourd'hui est majoritairement occidentale, produite par des personnes européennes, américaines et masculines, donc avec des protagonistes majoritairement blancs et masculins, dans des futurs qui reflètent majoritairement des environnements occidentaux, géographiquement et idéologiquement situés. La science-fiction, quand elle représente l'humanité dans sa globalité, elle ne la représente pas dans sa pluralité. Elle représente sûrement une humanité normée qui s'impose comme un modèle universel. Exemple qui, je pense, est assez connu, c'est un trope ultra classique dans les blockbusters de SF, surtout apocalyptiques ou post-apocalyptiques, c'est celui où, quand il y a une menace globale, genre météorite, alien ou virus, et que l'humanité est censée être représentée à l'échelle globale, je sais pas, genre comme dans Le Jour d'après, on a au mieux quelques plans clichés dans d'autres pays, et c'est tout. Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire, genre vraiment ce type de plans dans les films notamment, où genre il y a vraiment une série de scènes très rapides, de vignettes stéréotypées en Inde ou en Égypte avec les pyramides, ou en France avec la Tour Eiffel pour dire regardez, le monde entier est concerné, alors que il y a des fois où je me dis que cette stratégie, cette manière de représenter l'humanité, en fait, elle rate vraiment sa cible, en fait. Et notamment dans Le Jour d'après, super film d'ailleurs, il a plein de défauts, mais j'adore Le Jour d'après. En gros, alors il y a un changement climatique soudain qui provoque une période glaciaire, et il y a notamment 3 méga tempêtes qui se forment au-dessus du Canada, de l'Écosse et de la Sibérie. Et dans le film, on a notamment une scène spectaculaire au Japon de même pas 5 minutes. Il y a des scènes qui se passent à New Delhi, en Antarctique, une mini-scène à la frontière mexicaine, mais c'est toujours du point de vue des États-Unis. Donc oui, l'ASF est le genre qui dépeint le plus fréquemment l'humanité dans sa globalité, parce que l'ASF est généralement préoccupée par les conditions futures de l'humanité, mais cette humanité, elle est en fait souvent réduite en décor, en arrière-plan, du point de vue des États-Unis ou d'autres pays riches et développés qui observent les autres populations au loin.
Encore une fois, j'espère que vous l'aurez compris, hein, c'est pas le cas de toutes les œuvres de SF, mais plutôt de celles qui sont mainstream. Et je pense que dans cette étude-là, c'est ce type de SF qui a été mesuré ou projeté, je pense, dans les esprits, quoi. Alors oui, j'ai conscience que pour des raisons pratiques et narratives, puisque c'est difficile de représenter l'humanité entière dans toute sa diversité, les récits doivent forcément adopter un point de vue situé, celui d'un pays, d'une culture, d'une société particulière. Mais le problème, c'est que ce qu'on appelle l'humanité dans la SF mainstream notamment, c'est souvent l'humanité vue depuis les États-Unis. Et ce biais de perspective, il finit plus ou moins par façonner une image très partielle et normée de l'humanité globale qu'on essaye de faire passer comme universelle. Donc si on veut continuer à étudier les effets de la SF sur notre rapport à l'humanité, il faut aussi déconstruire quelle humanité elle nous fait voir et d'où on la regarde. Et peut-être que juste la SF elle devrait renoncer à représenter cette humanité, si c'est pour le faire de manière toujours biaisée, j'en sais rien. Et à ce stade, on peut aussi se demander, est-ce que le concept d'identification à l'humanité tel qu'il est formulé aujourd'hui mérite vraiment d'être conservé? Je le rappelle, c'est un concept qui a été inventé par des chercheurs américains, notamment par Sam McFarland et ses collègues, et on peut se demander si se sentir proche de l'humanité entière, ça veut dire la même chose partout. Est-ce que c'est souhaitable, même dans toutes les cultures? Bon, après là, on part sur quelque chose de plus académique qui s'éloigne totalement de la SF, totalement. Mais voilà, il faut aussi garder en tête ce questionnement-là et le fait que les outils, les concepts qu'on utilise et les interprétations qu'on en fait sont toujours situés. Bref, que retenir de ça et pourquoi je vous parle de ça en fait? Déjà, je voulais vous faire part de cette étude parce que ça me donne l'opportunité de vous montrer que la science-fiction est de plus en plus mobilisée dans les recherches académiques. Et ça me rend joie, d'accord? Ça me rend joie, ça me fait plaisir de voir la science-fiction s'émanciper de la recherche en littérature et être reconnue peu à peu comme un objet d'étude dans les sciences du comportement, plus généralement. Ça se voit qu'elle est de plus en plus valorisée et c'est que le début. C'est ça qui est trop cool, c'est que du coup il y a un champ de recherche méconnu qui s'ouvre à nous là, c'est tout récent et il y a encore plein de choses à découvrir, à comprendre, il y a plein d'erreurs et de débats à faire et je suis là pour ça. Vous m'entendez? Je suis là pour ça et pour en discuter avec vous. Et justement mon propos est là. Avant qu'on aille plus loin dans les recherches, il faut reconnaître que l'objet de la science-fiction mainstream a des biais culturels profonds. Et si on veut continuer à étudier la SF dans les études empiriques, dans les corpus expérimentaux, etc., il faut un peu la déconstruire. Mais c'est génial parce que ce type d'études-là que je viens de vous présenter, il nous donne justement l'opportunité de continuer à interroger cette science-fiction sous un autre angle. Ici, l'étude, elle nous permet d'interroger l'humanité qui est projetée dans ce type de récit. Donc ça peut être l'humanité, mais aussi toutes les représentations sociales de n'importe quel objet présent dans la science-fiction. Aussi, qu'est-ce qu'on retient de l'étude en elle-même? Certes, qu'elle n'est pas parfaite et qu'elle repose grandement sur des concepts très marqués culturellement et une conceptualisation de la SF très occidentale. Mais cette étude, pour moi, elle a le mérite d'ouvrir une porte. Et si on veut que cette porte, elle s'ouvre en plus grand, il va falloir que la recherche elle-même devienne plus critique et plus attentive aux récits marginaux de la science-fiction. C'est comme ça qu'on pourra peut-être imaginer une humanité vraiment diverse et pas seulement abstraite ou faussement universelle. Après, cette étude, elle semble dire quand même que la consommation d'une certaine science-fiction serait liée à un sentiment d'appartenance plus global à une certaine humanité. La SF, elle aiderait à s'imaginer plus facilement les populations d'autres pays, à y percevoir plus de similitudes avec nous, et c'est clairement pas négligeable. Mais ça reste de tout premiers résultats, et pour en avoir un minimum la certitude, ces études, elles gagnent à être répliquées dans d'autres pays, dans d'autres cultures, et avec des comparaisons de sous-genres de la science-fiction idéalement. Aussi, puisque la science-fiction, elle nous confronte souvent à des formes d'altérité radicales, genre les extraterrestres, les IA ou des espèces hybrides, je me demande si elle pourrait pas aussi nous aider à développer de l'empathie pour des formes de vie non humaines. Genre, il y a tellement d'œuvres qui me viennent là, genre tous les films avec les aliens, style Premier Contact ou Scavenger's Reign, Semiosis, bref. Et ce serait intéressant de voir si la SF, elle peut élargir notre cercle moral au-delà de l'humanité, jusqu'au vivant. Ou au contraire, est-ce que les œuvres de SF, elles risquent pas d'anthropomorphiser encore plus notre rapport aux autres espèces non humaines, sous couvert d'empathie ou de besoin d'identification? Bref, je m'arrête là, mais il y a tant de questions, tant de perspectives de recherche devant nous, j'adore.
Bon, il s'agirait de conclure avec une certaine mauvaise foi. J'aimerais vous dire que si vous fallait encore un argument pour vous mettre en phare la SF, ben le voici, hein, ça fait de vous quelqu'un ou quelqu'une de plus connecté à l'humanité. À prendre avec des pincettes, hein, quand même, vous l'aurez compris. J'arrête ici, j'espère que cet épisode vous aura fait réfléchir et qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour le prochain épisode.